3, 2, 1... Salut l'équipe, comment ça va en ce mercredi ? Ce mercredi, comme toujours, vous avez l'habitude, qui est synonyme de best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, avant de vous parler du sujet du jour, il faut que j'évoque un petit peu le sponsor de cette vidéo, de la vidéo du jour, Derby Ball, que vous commencez à connaître très bien depuis le temps qu'ils soutiennent la chaîne. Et là, moi, là où ils continuent à m'impressionner jour après jour, en plus de faire des t-shirts et des fringues super quali, c'est à quel point ils s'adaptent en direct à l'actualité, tout le temps. Regardez, là, il y a déjà des t-shirts de Donovan Mitchell aux Cavaliers, mais aussi des shorts et des t-shirts d'Evan Fournier, en mode capitaine de l'équipe de France, spécial Eurobasket 2022, c'est lourd. Et ce qui est encore plus lourd, c'est que je vais vous faire croquer, parce qu'avec le code promo le 6ème homme, vous obtiendrez 10% de réduction sur toute votre commande sur le site là-bas. Vous allez voir, le nombre de références qu'ils ont est juste insane, des joueurs du présent comme du passé, c'est obligé, vous allez kiffer, en plus de ça, vous paierez moins cher et vous soutiendrez la chaîne, que demande le peuple. Donc go choper sur Derby Ball et tout le monde ici se retrouvera gagnant. Shut up and take my money. Mais bref, stop la promo et passons définitivement au sujet du jour, qui va concerner la guerre de la conférence Est. Ben ouais, vous l'avez vu sur les t-shirts des frérots, Donovan Mitchell est arrivé à Cleveland. Et là, on a vraiment un paquet d'équipes de la conférence Est qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Beaucoup sont capables de viser très haut, mais le problème c'est qu'en playoff, il n'y a que 8 places. Ça va être une vraie guerre à l'Est. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Qui va remporter cette guerre de la conférence Est ? Aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut savoir, avant de commencer, et c'est la petite anecdote qui me fait marrer, mais qui m'a moins fait marrer sur le moment, ce qu'il faut savoir, ouais, c'est que j'ai dû changer mon sujet à la dernière minute. Bon, je vous cache pas, j'ai eu un peu le seum, parce qu'en fait, moi, en cours de semaine, dès mercredi, en vrai, j'avais déjà commencé à travailler sur le live d'aujourd'hui, et ce truc-là est rapidement tombé à l'eau, jeudi soir exactement, c'est tombé à l'eau, et j'ai perdu quasiment 2 jours de boulot. En fait, à la manière que j'avais employée pour KD, là, il y a quelques semaines, moi, je voulais utiliser la trade machine pour vous proposer 6 transferts différents en mode où va atterrir Donovan Mitchell. Regardez, je vous mens pas là, je vous mets la miniature. J'avais même fait la miniature, hein, franchement, j'avais quasiment tout bouclé de toute la préparation du live. J'avais fait une miniature que je trouvais cool. Et finalement, j'ai pas pu parce que alors que même j'avais prévu, et ça, je vous mens pas non plus, j'avais même prévu un scénario qu'il envoyait aux Cavs qui ressemblait pas mal à ce qui s'est passé, même si le trade n'était pas exactement le même. Mais franchement, j'avais fait un scénario qui était plutôt cool et qu'il envoyait à Cleveland. J'aurais kiffé vous le présenter juste avant que ça arrive, mais non. Du coup, on a appris jeudi soir que Donovan Mitchell partait à Cleveland, donc ce live ça servait plus à rien de vous le faire, cette miniature elle me servait plus à rien, donc c'est comme ça. J'avoue, j'ai eu le seum, j'ai digéré, rien que d'en parler ça me fout à nouveau le seum, mais allez, ouais, ça sert plus à rien d'en parler, c'est les aléas de la NBA on dira, et moi ça m'a obligé à m'adapter au dernier moment, à changer mon sujet et à réfléchir à quelque chose. Et en fait moi ce que je voulais c'était quand même chercher un truc, parce que j'étais motivé par l'idée de parler de Spida, un truc qui pouvait l'impliquer. Et je me suis rendu compte, c'est que déjà avant son arrivée, on avait une conférence Est qui était ultra compétitive. Et maintenant qu'il est à Cleveland, j'ai l'impression qu'elle est encore et encore plus dense cette conférence. Je me suis aperçu rapidement qu'il y avait 7, 8, voire même 9 équipes qui étaient potentiellement capables de finir dans le top de la conférence Est. Alors pas forcément première, quoique, mais au moins top 3, top 4. Et franchement, c'est pas la première fois que je dis, je le sais, hein, tous ceux qui me suivent ont l'habitude de l'entendre, mais là je suis en train de me demander si dans l'histoire, on a déjà vu autant de teams de qualité dans la conférence Est et capables de bien finir. Franchement, j'ai essayé de comparer et d'y réfléchir, et même je me dis, à l'époque Michael Jordan, hein, qui représente les années glorieuses de la conférence Est, je suis pas sûr qu'il y avait autant de concurrence, et c'est complètement fou ce qu'on est en train de vivre du côté de la conférence Est, sachant que pendant des années, c'était plutôt la conférence Ouest qui dominait. Là, moi, j'ai décidé, dans le live d'aujourd'hui, dans le contenu que je vous propose aujourd'hui, de garder 9 équipes qui sont toutes de la conférence Est, parce que pour moi, elles ont toutes au moins une petite chance de finir dans le top de l'Est. Donc désolé pour les fans des Hornets, désolé pour les fans des Pistons, des Pacers, des Knicks, du Magic et des Wizards, il a fallu faire des choix, j'allais pas parler des 15 équipes, mais ça c'est les 6 équipes dont je parlerai pas aujourd'hui. Donc parce que si je suis honnête, de toute façon ces 6 équipes, je les vois au moins un cran, voire 2, voire 3 crans pour certaines, en dessous des 9 que j'ai choisis aujourd'hui. Je dis pas, attention, qu'elles ont aucune chance de faire les playoffs, parce que bien entendu, dans la saison, parmi les équipes qui sont favorites, on assistera à des chokes, des équipes, malheureusement, ça on le souhaite pas, mais ça arrivera, vont connaître des blessures qui vont changer un petit peu leurs objectifs et changer les attentes. Mais de là à imaginer les 6 équipes que j'ai citées dans le top 3, top 4 de l'Est, je me dis qu'il y a un monde. Donc là, les teams que j'ai choisis, je me dis que toutes
Si tout fonctionne sur des roulettes, ce qui peut évidemment arriver, ont le potentiel vraiment pour finir dans les premières places de l'Est, voire même pour certaines de surprendre méchamment et de finir tout au top de la conférence Est. Alors aujourd'hui, ces équipes, je vais vous les présenter dans l'ordre alphabétique des villes, et à chaque fois, vous me direz, via un sondage, si selon vous, elles ont une chance de finir top 3 de la conférence Est. Ça nous permettra ensuite d'étudier tous ensemble, à la fin, qui a eu le meilleur pourcentage de oui dans le top 3, et d'établir un classement entre ces 9 équipes, pour voir, selon vous en tout cas, qui va remporter cette guerre de l'Est qui s'annonce terrible, plus ouverte et plus passionnante que jamais. Donc première équipe dont je vais parler aujourd'hui, les Hawks. Et les Hawks, si on fait un bilan global, mais ça fait déjà plusieurs années que c'est une équipe qui monte en puissance. En 2021, ils sont allés en finale de conf, ils ont surpris beaucoup de monde. Alors j'ai entendu par certains que c'était un parcours chanceux, je dirais pas jusque là, moi je les félicite pour leur parcours de 2021, et quoi qu'il en soit, ils sont allés jusqu'en finale de conférence, c'est pas donné à tout le monde, parlez-en à Joel Embiid par exemple, même si j'ai un peu le seum de ça, mais c'est comme ça, ils y sont allés en finale de conférence. Et ça, franchement, ça montre que c'est quand même une équipe qui a des qualités, quoi qu'on en dise. Maintenant, c'est sûr, l'an dernier, ça a été plus décevant. Après, il y a eu une élimination qui a été au premier tour, et l'équipe s'est aperçue qu'il y avait encore beaucoup de taf. Les joueurs, comme le disait Travis Schlenk, le GM, ainsi que le front office, se sont peut-être vus trop beaux, trop vite du côté d'Atlanta. Trae Young, on a eu l'impression de temps en temps qu'il a pris la saison régulière un peu par-dessus la jambe. Du côté de Travis Schlenk, le GM, on n'a pas forcément recruté en se disant que ce groupe il suffisait et il pouvait aller loin tous les ans. Et l'an dernier, ça a montré que non, et face à Miami, ça a été difficile en play-off. Donc il fallait faire un gros coup à Atlanta, et avec la venue de DeJounte Murray cet été, qui était All-Star, mais je trouve que ce gros coup, il est réussi. Donc là, je vais pas tout détailler concernant mon avis sur DeJounte Murray, parce que j'en parle énormément dans une vidéo dédiée qui est sortie il y a pas longtemps, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec DeJounte, déjà, le premier truc, c'est qu'on règle l'un des principaux soucis des Hawks, c'est-à-dire la défense au périmètre, mais en parallèle, et ça me plaît bien, j'en parle aussi pas mal dans la vidéo, ça donne énormément l'occasion à Trae Young de passer un nouveau step, en jouant plus off-ball. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de ça? J'espère pour lui, parce qu'à mon avis, c'est ce qui peut vraiment lui permettre de devenir encore plus fort, même si justement, ce rôle, il ne l'a jamais eu en NBA, mais il l'a jamais eu en NCAA non plus. Donc, on attend un nouveau rôle pour Trae Young. Macmillan aura du taf pour faire ça, mais s'il y arrive, ça peut vraiment être très 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 positif pour ces Hawks. Ça peut être vraiment très intéressant. Moi, ce que je me dis de toute façon, c'est qu'au moins sur le papier, le backcourt Trae DeJounte, c'est peut-être l'un des plus explosifs de la ligue. Peut-être que leurs stats individuelles baisseront un peu avec leur association et avec le fait de devoir partager un petit peu plus la gonfle, et encore c'est même pas sûr, mais si ça permet aux Hawks de gagner, ou de gagner plus que l'année dernière, et même de faire quelque chose en playoff, personne ne leur en voudra d'avoir des stats qui soient un petit peu plus basses, et je reste persuadé que même si leurs stats en prennent un tout petit coup, les deux joueurs, DeJounte Murray et Trae Young, peuvent encore être All-Star dans la saison qui vient, si Atlanta remporte un minimum de wins. Donc pour moi, on a un recrutement, en tout cas à première vue, qui est très intelligent. Et j'ai l'impression que globalement aussi, on a une team équilibrée. Ça parle de potentiel départ de John Collins ou de Clint Capella, mais moi ça je suis pas pour. Je trouve qu'il complète parfaitement le reste du 5 dans la raquette. Et on a un DeAndre Hunter pour moi qui est excellent, qui progresse chaque année et qui fait peut-être partie des potentiels les plus sous-cotés de la ligue et dont j'attends beaucoup encore cette saison en espérant qu'il reste en bonne santé. Donc du coup là, on a un 5 qui me paraît bien complémentaire, et même une seconde unit qui est plutôt cool autour d'un Bogdan Bogdanovic en mode scoreur comme d'habitude, qui pourra mettre le feu en sortie de banc et apporter du spacing si besoin. On a aussi les deux frères Holiday qui ont été ramenés, et ça je trouve que ça a de la gueule parce que les deux, pareil, c'est des guerriers, c'est des soldats, c'est des mecs qui vont défendre, tout comme Mo Harkless aussi, et on ajoute à ça un Onyeka Okongwu qui progresse aussi lui aussi d'année en année depuis qu'il est en NBA, et ça commence à faire une certaine densité. Faudra voir aussi comment les jeunes AJ Griffin et Jalen Johnson se développent aussi, même si Jalen Johnson il met un petit peu de temps, AJ Griffin on verra ce que ça donne. Il va falloir qu'il reste en bonne santé lui aussi, mais ça reste un vrai potentiel qui peut apporter de vraies choses, et qui s'il avait pas connu des blessures dans le passé aurait probablement été drafté bien plus haut. Et pour moi on a un roster qui me plaît, franchement. Comme je disais, on a de la complémentarité, on a de la défense, on a des guerriers, des soldats, de la profondeur. Franchement on a beaucoup de choses. Donc pour moi ça, rien qu'avec ça, il y a au moins de quoi rêver être outsider pour Atlanta. Maintenant, est-ce que ça
suffit pour imaginer squatter la tête de la conférence Est ou au moins une des 3 premières places. Pour être honnête, ils sont pas forcément mes favoris. Mais si tout clique parfaitement, et ça qui sait, ça peut le faire. C'est certain, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on aura un Nate McMillan qui aura beaucoup de taf, et énormément de choses reposeront sur ses épaules, notamment pour trouver le rôle parfait à Trae Young. Mais sans ça, quoi qu'il arrive, McMillan, c'est vrai que c'est pas un coach qui a eu une super grande carrière, ou en tout cas qui a cumulé les titres, n'empêche qu'il est expérimenté et qui sait comment ça se passe en play-off. Globalement, là, il suffit de regarder l'effectif, et ça a indéniablement progressé, malgré les départs de Kevin Huerter, et malgré le départ aussi de Danilo Gallinari, qui apportait pas mal offensivement, mais qui apportait si peu défensivement que je me dis que c'est pas grave. Et il y a de quoi avoir de l'espoir, du vrai espoir du côté des supporters d'Atlanta. Là, je pense que les clés, ça va être le temps d'adaptation, le vécu collectif qui est pas encore bien développé, tout ça pourrait les déstabiliser, au moins en début de saison, mais attention, Seahawks à ne pas les sous-estimer, parce que quand je vois le roster, je me dis, va falloir faire gaffe à eux, parce qu'ils pourraient potentiellement faire de bonnes choses dans cette conférence Est. Alors, pour vous, ces Atlanta Hawks n'ont que 15% de chance d'arriver dans le top 3. Et c'est vrai qu'au vu de la densité qu'il y a dans la conférence Est, je comprends que ça n'est pas non plus un gros pourcentage. Vous êtes à peu près tous d'accord pour dire qu'on a un effectif de qualité, qu'on a aussi un banc avec une bonne densité, une bonne profondeur, mais le souci, c'est que non seulement on a pas mal de joueurs qui sont injury prone et qui pourraient se blesser, même si forcément on leur souhaite pas, c'est quelque chose qui peut arriver, et l'historique de blessures de certains peut faire peur, et le manque de vécu collectif, ou encore le coaching de Nate McMillan, qui va être responsable de beaucoup de choses, peut poser question. Donc c'est pour ça que vous n'êtes que 15% à les voir dans le top 3 de la conférence Est, mais si il y a déjà 15% des votes, ça veut dire que certains y croient, et que finalement Atlanta, ce serait une erreur de dormir trop sur eux, à mon avis. On enchaîne avec les Celtics qui sortent des finales NBA et qui, en plus de ça, avec l'arrivée de Malcolm Brogdon notamment, semblent vraiment avoir renforcé leur effectif. Donc là, c'est sûr, c'est dommage, mais même si on a un Gallinari qui s'est fait les croisés et qui ne devrait pas jouer de la saison, franchement, je trouve que ce roster de Boston, qui était déjà performant l'année dernière, semble très très fort. Aujourd'hui, en fait, j'ai fait un 5 comme ça, mais il faut savoir qu'il y a 2 écoles parmi les fans de Boston. Certains pensent que Brogdon sortira du banc et sera 6e homme, pourquoi pas, d'ailleurs ce serait plutôt la tendance du côté du front office de Boston et du côté de Ime Udoka. Donc ouais, dans ce cas-là, on remettrait Smart au poste 1, on mettrait Brown au poste 2, Tatum au poste 3, Al Horford en 4 et Robert Williams en 5. Mais moi, j'ai préféré, en tout cas c'est mon avis, je suis pas coach et bien sûr que mon avis on s'en fout, mais moi je me dis que sortir Horford du 5, malgré tous les services rendus, et décaler Tatum au poste 4, parce qu'il en est très bien capable dans un basket moderne de jouer au poste 4, Jason Tatum, pour mettre Smart au poste 2, ça pourrait être vraiment cool. Parce que Marcus, c'est sûr, il a fait de vrais progrès à l'organisation, mais il a encore des failles parfois, je trouve. Et à mon sens, un Brogdon serait beaucoup plus sûr à la main, parce que on l'a dit et redit, mais c'est aussi que c'est la vérité, il fait partie des joueurs les plus intelligents du game. Il a un mix de scoring, de playmaking et de QI basket qui pourrait faire beaucoup de bien à ce 5 de Boston, j'en suis assez persuadé, et surtout aider cette équipe à progresser dans un secteur dans lequel elle a montré pas mal de limites sur certaines phases, c'est-à-dire les pertes de balles. Et ça s'est senti pendant certains passages en finale, la présence de Malcolm Brogdon pourrait être décisive. Maintenant, s'il est 6e homme et qu'il joue ses 30 minutes par match, ça changera pas grand-chose, et au final, l'important, ce sera de savoir quel 5 finit, et franchement, si Brogdon joue à son niveau et reste en bonne santé, ça m'étonnerait qu'on ne le voit pas finir les matchs dans la rotation de Ime Udoka. Mais bref, pour revenir aux objectifs de Boston, vu ce que l'équipe a montré la saison passée, évidemment que les Celtics font partie des favoris de la conférence Est. J'allais pas faire ce live sans parler d'eux. Sur le banc, on a toujours de vrais soldats qui connaissent leur rôle parfaitement et qui, je pense, continueront à faire le taf sans souci. Après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, faudra éviter les blessures, je pense, parce que déjà l'absence de Gallinari peut avoir un impact. Brogdon, on l'a dit tout à l'heure, il pouvait être injury prone. Et là, si on rajoute un ou deux autres gars qui se pètent, ça pourrait laisser un gros vide. Parce qu'on le voit là dans la liste des joueurs que j'ai mis en rotation, il y a pas trop de joueurs confirmés quand même. Donc là, on est sur des détails, il faudrait qu'il y ait des blessures, mais par rapport à d'autres teams, je pense que j'essaye d'apporter une limite, parce que cet effectif est vraiment très qualitatif, ça manque de profondeur. Maintenant, une fois que j'ai trouvé cette limite, je me dis que si tout clique, cette équipe, je pense, a la capacité de rouler sur pas mal de monde dans la conférence Est. On a un Jason Tatum qui pourrait arriver revanchard après avoir perdu en finale, après avoir essuyé pas mal de critiques, et dans les jambes, je me dis qu'il a clairement de quoi faire une saison MVP, et encore plus vu comment il sera entouré. On a Jaylen Brown, certains disent que c'est lui le leader de Boston, moi je suis pas d'accord avec ça, mais quoi qu'il en soit, dans le pire des cas, il aura toujours le rôle de lieutenant de luxe sur lequel il peut vraiment assumer. On a Marcus Smart qui sera
sera toujours l'appelé qui peut être en défense, tandis que Robert Williams, qui déjà a prouvé qu'il pouvait être un phénomène dans la raquette, pourrait encore et encore progresser pour devenir, pourquoi pas, pour viser par exemple une All Defensive Team, hein. Lui aussi il en est largement capable de confirmer dans ce sens-là. Donc ouais, vu les promesses que montre ce roster, je me dis que si les Celtics n'assurent pas à la fois en saison et en playoff, ce sera une grosse déception du côté du Massachusetts. Donc pour Boston, vous êtes 80%, et ça m'étonne pas, hein, à penser que ça finira dans le top 3 de la conférence Est. Et 80%, je m'attendais même à plus, pour être honnête. Certains pensent qu'ils vont peut-être, maintenant qu'ils ont vécu une finale, peut-être s'économiser pour arriver encore plus fort en playoff. Pourquoi pas? Certains pensent, et là je les rejoins un petit peu, que ça manque un peu de profondeur. Il faudrait peut-être encore un autre intérieur, parce que Robert Williams et Al Horford peuvent se blesser régulièrement. Grant Williams, c'est un profil particulier, donc peut-être un grand contreur, un protecteur de cercle, même si on a Luke Cornette que j'aime bien, mais je suis pas sûr qu'il aura énormément de temps de jeu. Peut-être un 3 aussi, un défenseur. C'est vrai, peut-être un autre meneur que Peyton Pritchard. La profondeur, c'est peut-être le petit souci de Boston qui s'est fait mal en perdant Daniel Theis et Aaron Nesmith qui sont partis à Indiana. Mais franchement, vu comment l'effectif step up avec Malcolm Brogdon, moi je suis persuadé que c'est quand même meilleur que l'année dernière. Donc let's go, hein. C'est pas une surprise, c'est une surprise pour personne. Boston fait partie des favoris de la conférence Est et vous êtes 80% à penser que ça finira dans le top 3. Donc ça montre bien que là-dessus on est sur la même longueur d'onde. Alors, évoquons maintenant une équipe qui depuis un an, il faut le dire, est vraiment au cœur de pas mal de drama, les Brooklyn Nets. L'an dernier, suite au départ de James Harden, beaucoup de choses ont semblé se casser. On a eu une fracture, en tout cas l'impression d'une fracture entre Kevin Durant et Kyrie Irving qui donnait cette impression de devenir assez importante, à tel point que là, cet été, les deux auraient demandé leur transfert. On ajoute à ça un Steve Nash qui a été énormément remis en question pour son manque de fond de jeu, mais aussi l'inconnu Ben Simmons qui a toujours pas joué sous son nouveau maillot, et qui, sur ses dispositions mentales, j'ai envie de dire, reste un petit peu un mystère. Est-ce qu'il est en état psychologique de jouer? Personne ne le sait à ce jour, et là ça en fait déjà beaucoup des doutes qui entourent ces Brooklyn Nets pour cette saison à venir, et qui donnent pas envie forcément de les mettre dans le top 3. Parce que oui, clairement, ces doutes, je peux comprendre qu'ils empêchent beaucoup de pronostiqueurs de les imaginer au sommet, et c'est légitime tout ça. Sauf que maintenant, j'ai envie de prendre le contre-pied de ça, parce qu'il faut aussi imaginer un monde où tout peut fonctionner. Donc imaginez ce monde où tout fonctionne, avec un Kyrie Irving qui jouerait une saison complète et à fond, un Ben Simmons qui arriverait dans le roster et qui retrouverait sa grosse défense, mais aussi son playmaking en étant utilisé au poste 4. Moi je fais partie des grands partisans du fait qu'il faut pas utiliser Simmons au poste 1 mais plutôt au poste 4. Et s'il fait ça, au poste 4 en tout cas, playmaking en tant que point forward plus grosse défense, ça pourrait au moins cacher, je pense, ses faiblesses au tir. Et avec ça, avec un bon Kyrie et avec un Ben Simmons dans son rôle, un KD qui serait heureux de voir que ça roule, qui retrouverait son meilleur niveau, avouez que rien que dans ces conditions, on peut se mettre à penser que les Nets, dans la conférence Est et même dans la conférence Ouest, sont potentiellement en capacité de battre n'importe qui en NBA. Et franchement, si tous les dramas sont effacés, il y a vraiment un monde, c'est ce que je disais tout à l'heure, où ça peut avoir lieu des Nets qui sont dominants. En fait, je pense qu'il y a un vrai qui tout double à jouer du côté de Brooklyn avec toutes ces questions qui se posent. Ça peut limite faire aussi bien top 1 que top 10, que top 10, et c'est complètement fou qu'il puisse y avoir un si gros écart concernant une équipe comme ça. Donc ouais, c'est vrai, ça manque toujours d'un protecteur de cercle, c'est le cas depuis le départ de Jarrett Allen, j'ai l'impression, mais on oublie aussi à quel point Ben Simmons, même si c'est pas un rim protector, peut rendre de vrais services défensifs dans la peinture. Quand il est dans de bonnes dispositions mentales, on a tendance à l'oublier, mais malgré ses failles, c'est un vrai joueur de basket. Donc oui, au niveau du roster, l'équipe a pas vraiment progressé, c'est certain, mais bon, avec un Irving qui revient toute la saison, un Simmons qui est présent, et un Durant qui serait surmotivé, rien qu'avec ça, elle step up. Et en fait, ce qui pourrait les tirer vers le haut, c'est justement le fait de se souder, le fait de créer une alchimie. Et Steve Nash aura du boulot là-dedans. Donc là, depuis quelques semaines, on sait que KD va rester. On sait que Kyrie devrait rester aussi et devrait lui aussi être un net à la rentrée. Et j'ai l'impression que tous ces dramas sont un petit peu dans une période d'accalmie. On avait entendu dire que Durant il supportait pas Nash. Pour le moment, il a accepté de jouer pour lui. Nash va avoir des preuves à faire, à lui aussi de montrer qu'il peut être un vrai coach. Donc ouais, ça peut le faire. J'ai l'impression qu'il manque juste un petit déclic pour que ça fonctionne. Et si tout le monde arrive à être sur la même longueur d'onde, en gardant en tête que le seul objectif pour cette équipe, c'est le titre,
eh bien cette team peut clairement faire partie des contenders de la conférence Est. C'est soit ça à mon avis de toute façon, soit tout explose. Il va juste falloir que sur le terrain, ou même sur le banc avec Steve Nash, que quelqu'un puisse s'afficher comme un leader. Je m'en fous que ce soit Nash, que ce soit Durant, que ce soit Irving, pourquoi pas. Il va falloir un leader. Simmons, j'y crois un petit peu moins. Un mec qui donne envie à tous les autres de le suivre dans son sillage. Il n'y a plus les vétérans comme LaMarcus Aldridge, comme Blake Griffin aussi, mais de toute façon je l'ai senti un petit peu juste pour assumer ce rôle. Donc il va falloir que quelqu'un le prenne, et ça peut être une des clés. Maintenant, vu les personnalités des cadres de l'effectif, ce sera sûrement une mission compliquée. Mais si on arrive vraiment à trouver cet équilibre, cette hiérarchie, cette complémentarité et cette alchimie, attention à ces Brooklyn Nets qui pourraient vraiment faire du mal la saison prochaine, vu les gros noms et les All-Stars qu'il y a dans ce roster. Alors, pour les Nets, je m'attendais pas à autant en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'interrogations, mais vous êtes quand même 30% à penser que ça va finir dans le top 3. Et je comprends, c'est vrai, c'est comme je disais, avec du Kevin Durant, du Kyrie Irving et du Ben Simmons, si tout le monde joue tous les matchs de la saison, ou même pas tous les matchs, mais au moins 75% j'ai envie de dire des matchs de la saison, cette équipe doit aller loin et doit avoir pour objectif le top 3. Maintenant, bien sûr que 70% ne les voit pas dans le top 3, parce que toutes ces questions qui se posent autour d'eux, tous ces doutes, on sait même pas si Ben Simmons va pouvoir jouer un seul match, on sait même pas dans quel état sera Kyrie Irving au niveau de la motivation, est-ce qu'il va jouer toute la saison ou pas, est-ce que KD, pareil, qui a demandé son transfert et qui a l'air d'être revenu à contre-cœur, va tout donner sur le terrain. Tout ça c'est des vraies interrogations. C'est vrai que tout à l'heure j'ai pas parlé du banc aussi, et j'ai vu que certains d'entre vous s'inquiétaient un petit peu de la profondeur du banc. Je vois ce qui peut être dit notamment au poste 5, où Nicolas Claxton est peut-être un peu seul, Day'Ron Sharpe c'est limite derrière, mais après moi je trouve qu'il y a de vraies rotations, avec Royce O'Neal et TJ Warren qui sont arrivés. Bon, TJ Warren, ça fait 152 ans qu'il a pas joué, je crois, depuis la bulle en tout cas. On sait pas ce que ça va donner, mais pareil, encore une interrogation. Si TJ Warren revient en forme, ça fait encore un bon remplaçant. On a Markieff Morris qui peut dépanner à l'intérieur aussi et mettre quelques coups. Joe Harris qui va revenir de sa blessure. Patty Mills qui est plus au même niveau qu'auparavant, mais qui a fait des bonnes choses ponctuellement, c'est sûr l'année dernière, mais qui a quand même fait des bonnes choses avec Brooklyn. C'est ça, encore une fois, j'ai l'impression que si tout le monde arrive à rester en bonne santé et à trouver son rôle, on a un banc qui est loin d'être l'un des meilleurs de la ligue, mais qui est quand même plus que correct à part le poste 5. Mais encore une fois, de TJ Warren à Patty Mills en passant par Joe Harris qui revient de blessure, et l'inconnu du poste 5, à l'image de cette équipe de Brooklyn, il y a beaucoup de questions qui se posent, et c'est pour ça que vous êtes seulement 30%, malgré les énormes noms et les énormes All-Stars qu'il y a dans cet effectif, à les voir arriver dans le top 3 de la conférence Est. Passons maintenant aux Chicago Bulls, une équipe dont peu de monde parle actuellement, en tout cas j'ai l'impression que peu de monde y croit pour cette saison, et personne ne les imagine jouer les premiers rôles, et vraiment je peux le comprendre vu la concurrence qu'il y a dans cette conférence Est. Sur la deuxième partie de la saison dernière, en plus de ça, après le All-Star Break et encore plus en play-off, cette équipe de Chicago a montré de vraies limites, et sur toute la campagne, ces Bulls ils ont eu du mal à gagner et à obtenir de bons résultats contre les équipes les mieux classées en NBA, et ça c'était relativement inquiétant. Défensivement, il faut être clair, c'était pas la joie. On a DeMar DeRozan qui a fait une excellente saison, qui était revanchard, mais qui a peiné à s'affirmer comme un vrai franchise player en playoff. C'est pas la première fois de sa vie qu'il a du mal comme ça en playoff. Et un Zach LaVine qui jouait de son côté sa première post-season de toute sa carrière, qui a montré qu'il manquait peut-être un petit peu d'expérience dans le domaine, surtout qu'en plus de ça, il était gêné par son genou. Et ça a montré que les Bulls, malgré un bon début de saison l'année dernière, c'était pas encore une top team dans la conférence Est. Sauf que moi, en parallèle, ce que j'ai envie de retenir aussi, c'est que cette équipe, elle a jamais vraiment été au complet. On a Patrick Williams, qui est très important je trouve au poste 4 et dont on parle pas assez, qui a commencé à jouer qu'à la fin de la saison. On a un Lonzo Ball qui a manqué la moitié de la saison au moins. Il y a un Alex Caruso qui pourtant s'était montré très utile en sortie de banc, qui a manqué pareil pas mal de matchs. Là ça commence à faire pas mal d'absences, et surtout que c'est trois gars qui peuvent défendre et qui peuvent expliquer, en tout cas leur absence peut expliquer que l'équipe est galérée de ce côté-là du terrain. Donc on peut ajouter ça aussi le playmaking de Lonzo Ball qui définitivement a manqué et sera utile s'il est en bonne santé la saison prochaine pour faire briller Zach LaVine par exemple, pour faire briller DeRozan. Et oui, je me dis que même sans gros changements, il y a le potentiel de faire mieux, parce que en vrai ces Bulls ils ont pas perdu grand monde, et en parallèle ils ont renforcé leur banc, ça peut être utile s'il y a d'autres blessures, en faisant venir André Drummond mais aussi Goran Dragic, deux vétérans qui apportent enfin à mon avis je trouve de vraies solutions au poste 1 et au poste 5 quand ça manquait dans la seconde unit l'année dernière. Donc quand on voit aussi que dans les rotations après la seconde unit, ça veut dire on a des joueurs comme Kobe White et comme Ayo Dosunmu, deux arrières de qualité qui peuvent faire du bien, mais aussi un Dalen Terry dont le profil me plaît beaucoup
Parce que même si c'est pas un scoreur, c'est un mec qui peut apporter plein de choses essentielles des deux côtés du terrain, qui est ultra polyvalent, qui pourrait peut-être être un style de cette draft, à condition de pas trop se focus sur son scoring. Et bien on se rend compte que ces Bulls, ils ont une vraie profondeur. Ça aussi, je trouve que c'était un de leurs manques la saison passée. Les blessures ont clairement souligné ça, et pourtant, malgré ces blessures, malgré ces absences, qui ont encore plus souligné les manques défensifs de joueurs comme Vucevic, comme DeRozan et comme Zach LaVine, et malgré aussi le manque de vécu collectif qu'il y avait l'année dernière, et le temps d'adaptation qui était nécessaire pour que tout colle, Chicago, malgré toutes ses limites, a quand même réussi à truster les premières places de la conférence Est pendant une bonne partie de la saison. Et tout ça, c'est fort. Maintenant, après, voilà, il y a les blessures, il y a l'usure, je pense, et le fait qu'ils aient été plus attendus qui a fait que la deuxième partie a été compliquée. Mais vraiment, cette équipe a du potentiel. Maintenant, ouais, ça va être dur pour ces Bulls de rééditer l'exploit, même si je trouve qu'il y a plus de profondeur. C'est pas sûr aussi qu'on revoit un DeRozan aussi fort, aussi motivé, avec autant de choses à prouver, qu'il a clairement l'année dernière avait chip on the shoulder, comme on dit en anglais, vraiment une espèce de hargne et de motivation à prouver qu'il n'était pas un joueur qui valait le minimum comme il se disait pendant l'intersaison. Donc ça c'est pas sûr, c'est des limites. Il faut se rendre compte que la concurrence va être dingue aussi, on s'en rend compte dans ce live avec toutes les équipes dont je parle. Mais bon, en étant au complet, cette équipe, en ayant renforcé leur banc, avec ces retours de blessures qui peuvent apporter pas mal de choses en défense, je pense, un endroit qui pêchait du côté de Chicago, et en plus avec un coach comme Billy Donovan, je sais qu'il est pas aimé par grand monde dans la commu, mais dans sa carrière, même si en playoff ça n'a pas toujours fonctionné pour lui, et bien il a fait qu'une seule saison à moins de 50% de win dans sa carrière, hein, c'est quand même lourd, et bien je pense qu'il serait bien trop précipité d'enterrer définitivement ces Bulls, même si évidemment ils partiront pas favoris pour faire top 3. Si le step-up défensif est réel, même si rien n'est sûr encore de ce côté-là, et que les blessures laissent un minimum l'effectif tranquille, ce qui est mal barré, parce que là apparemment déjà on a un Lonzo Ball qui fera pas le training camp, mais bon, on va essayer de se dire qu'il reviendra ensuite, et on va essayer d'être optimiste. L'équipe doit être en mesure d'atteindre les 50 wins. Maintenant la question, elle est là. Est-ce que les astres vont bien s'aligner? Est-ce que tout le monde va rester en bonne santé? Est-ce que tout le monde réussira à accomplir le rôle qui est attendu de sa part? Mais c'est la grosse question. Et si c'est le cas, pourquoi pas imaginer un top 3? Si c'est pas le cas, ce sera plus compliqué pour ces Chicago Bulls. Pour Chicago, vous êtes plutôt pessimiste et je vous comprends. Moi aussi, hein, si j'avais dû voter, j'aurais mis non, ça finira pas dans le top 3. Vous êtes que 13% à penser que ça va finir dans le top 3. Beaucoup d'interrogations, comme on disait au niveau des blessures, avec un Lonzo Ball déjà, comme je disais tout à l'heure, qui fera pas le training camp. C'est vrai que le banc s'est renforcé avec Dragic et Drummond, mais moi j'ai une vraie crainte, et ça j'en ai peut-être pas assez parlé, c'est la défense au poste 5. On n'a pas de vrai protecteur de cercle. Patrick Williams a beau être un bon défenseur au poste 4, un mec polyvalent et mobile, c'est pas un gros contreur, c'est pas un vrai rim protector. Vucevic, on connaît ses failles là-dedans, et André Drummond, il est pas assez mobile non plus pour défendre le poste 5. Et ça, je pense que face à des gros pivots à l'est, hein, ou même des gros intérieurs comme un Giannis Antetokounmpo, ça peut être vraiment la grosse faille de ces Chicago Bulls, et c'est pour ça, moi personnellement, que j'aurais pas cru en eux dans le poste 3. Maintenant, sait-on jamais, hein, avec une équipe qui arriverait à défendre bien au premier rideau, avec un Lonzo Ball qui reviendrait en forme, et du Caruso qui pourrait aussi amener des choses, du Dosunmu qui est un guerrier, et envoyer de la contre-attaque, ça peut surprendre, ça peut faire des bonnes choses, et c'est pour ça que je parle d'eux, parce que je me dis qu'il y a un monde où ça finit dans le top 3. Je parierai pas sur eux, mais vous êtes quand même 13% à penser que ça peut finir dans le top 3, donc ça montre que c'est pas non plus totalement impossible de les imaginer haut, ces Chicago Bulls. Allez, les voilà, les Cavs, qui avec l'arrivée de Donovan Mitchell, d'un coup, à mes yeux en tout cas, semble afficher un tout autre statut. Du coup, j'arrête de lui en vouloir pour avoir ruiné le sujet que j'avais prévu aujourd'hui à la base, et j'essaie de me rendre compte à quel point Cleveland peut step up avec son arrivée. Déjà, ce qui me satisfait, c'est que l'an dernier, on a un Darius Garland qui a percé, qui a montré de grande qualité dans le shoot, de grande qualité dans le playmaking, et qui a même obtenu sa première sélection All-Star. Par contre, moi je continuais à avoir des doutes. Est-ce qu'il était suffisamment gifté et expérimenté pour porter sur son dos, un peu seul, une équipe qui avait des ambitions tout de suite? Là j'avais de vrais doutes et de vraies questions. Sauf que avec l'arrivée de Spida, j'en ai plus des doutes et j'ai plus de questions. La hiérarchie est établie désormais, c'est Donovan Mitchell, le franchise player, et Garland qui jouera le rôle du lieutenant pour former un backcourt qui me paraît super hypant et qui peut potentiellement être complémentaire. Maintenant, va juste falloir qu'ils apprennent tous les deux à jouer ensemble. Mais en vrai, j'ai pas trop de doutes. Le reste de l'équipe reste plutôt stable et c'est tant mieux. Le départ de Markkanen peut faire du mal, mais je trouve que l'équipe est quand même beaucoup plus équilibrée qu'avec tous ces grands, même si ça a fonctionné l'année dernière. Et c'est pareil pour ce qui est de Sexton. C'est vrai que c'est un joueur de qualité, mais l'an
l'an dernier, Cleveland a montré de bonnes choses, même sans Sexton qui a été blessé toute la saison. Donc tout ça, ça ne m'inquiète pas. De plus, et ça pour moi c'est important, et je pense qu'on n'en parle pas assez, on a le retour de Rubio, qui avait fait un excellent début de saison à Cleveland l'an dernier, avant de se blesser et avant d'être transféré. Là, il revient du côté de l'Ohio, et pour moi, c'est une super bonne nouvelle pour ces Cavaliers, qui ont une vraie solution backup derrière Garland au poste 1, un vrai joueur expérimenté, qui a une vraie science du jeu et qui peut apporter beaucoup de choses dans la win. Donc ouais, réellement, je pense que on aura un Garland qui sera moins responsabilisé avec l'arrivée de Donovan Mitchell. C'est sûr, ses stats pourraient en prendre un petit coup, mais finalement, c'est un mal pour un bien. Puis en plus de ça, moi je pense qu'il a encore de quoi bien progresser, qu'il pourra encore plus se concentrer sur la création et le playmaking, domaines dans lesquels il brille plutôt bien, que sur le scoring, où sa régularité, notamment au tir, a parfois fait défaut. Et à l'intérieur, on n'a pas encore parlé des intérieurs et c'est important, on a un duo Evan Mobley-Jarrett Allen qui me paraît toujours aussi intéressant et complémentaire dans la peinture, et qui peut vraiment, surtout en défense, ça peut être complémentaire. Donc ouais, avec cette complémentarité, moi ça m'étonnerait pas de voir Mobley passer un nouveau step. On le sait, souvent les sophomores progressent. Je l'imagine bien prétendre au All Defensive Teams lui aussi l'année prochaine. Il a vraiment le talent pour, il a trop d'outils, il est trop gifté tout simplement dans le secteur. Et puis sur le banc, voir l'expérimenté Kevin Love derrière eux, qui a fait un bon revival la saison dernière, ça reste rassurant. On peut ajouter à ça un Robin Lopez qui lui aussi apportera sa masse et son côté tronc d'arbre, la jeunesse d'Isaac Okoro, on a aussi Raoul Neto en troisième solution au poste 1, pourquoi pas, les qualités de shooter de Cedi Osman, et on se rend compte que c'est profond et qu'on a pas mal de rotations qui sont cool du côté de Cleveland. On a même un Lamar Stevens qui a fait des bonnes choses l'année dernière, un Dean Wade pareil, sur un petit temps de jeu il a montré de bonnes choses. On a Isaiah Mobley, je sais pas trop ce qu'il va valoir en NBA, mais c'est le frère d'Evan Mobley et les deux frères peuvent se porter mutuellement vers le haut, tout ça c'est cool. Donc let's go. C'est vrai que là je me rends compte, j'ai même pas parlé du poste 3, Caris LeVert. J'attends enfin lui qui puisse remontrer sa valeur sur l'intégralité d'une saison. Moi je reste persuadé que c'est un joueur excellent, en tout cas c'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'affect, mais un mec qui connaît beaucoup de blessures qui le handicapent beaucoup trop souvent. Donc là j'adorerais qu'il fasse une saison pleine dans un tel collectif, je pense qu'il pourrait être très bon. Il pourrait avoir un vrai rôle de deuxième, troisième scoreur qui fait un peu tout le reste en défense, qui est polyvalent aussi et qui joue avec une vraie intelligence de jeu. Et voilà, franchement, avec tout ça, je trouve qu'on a un effectif où il y a de la puissance offensive, il y a de la puissance défensive, il y a un bon équilibre intérieur-extérieur, un bon mix aussi entre jeunesse et expérience, et un JB Bickerstaff qui, même s'il semblait un petit peu inexpérimenté l'année dernière, a surpris. Et là, je pense que là-dessus, dans ce roster, il a toutes les armes dont il aura besoin. Bon, maintenant, c'est clair que Mitchell aura de grosses responsabilités. Là, définitivement, il a un statut qui va être affiché et il devra faire ses preuves s'il veut montrer qu'il fait partie des meilleurs joueurs de la ligue à son poste. Donc en arrivant à Cleveland, là, il a l'air, de ce que j'ai lu, il est tout excité par le vent de fraîcheur que lui apporte ce changement. J'imagine que là, à Utah, il se demandait un peu où ça allait. Il est content d'être dans une équipe qui a des ambitions comme Cleveland, donc je le pense capable vraiment d'avoir un vrai rôle et de montrer ses qualités l'année prochaine, avec un défi qui semble le motiver, et donc je pense et j'espère même qu'on pourra revoir son meilleur visage sous le maillot des Cavaliers. Donc après, évidemment, ça c'est souvent le cas dans des équipes où les cadres changent, il faudra espérer que tout clique assez vite, parce que la hiérarchie a été bouleversée, le temps d'adaptation devrait être le plus court possible, parce que sinon Cleveland pourrait vite prendre du retard sur ses rivaux et le top 3 sera difficile. Maintenant, moi ce que je retiens, c'est que désormais avec Spida, on a des Cavaliers qui possèdent un tout nouveau visage, un visage qui est plutôt hypant, et obligatoirement, maintenant qu'il y a ce roster, au vu de la saison très bonne de l'année passée, malgré le fait d'avoir loupé les playoffs, ses ambitions devront absolument être très élevées. Pour Cleveland, je m'attendais à plus, mais je comprends aussi ce que vous voulez dire. Vous êtes seulement 33% à les imaginer dans le top 3, et je l'ai lu dans le chat, certains pensent qu'avec l'arrivée de Donovan Mitchell, ils veulent peut-être step up trop vite, et ça je peux comprendre ça. C'est sûr que c'était une équipe qui était très jeune, et qui avait déjà beaucoup de potentiel en l'état. Donovan Mitchell apporte vraiment un nouveau visage à cette équipe, mais est-ce qu'il va pouvoir tout transformer à lui tout seul, et directement les transformer en contender? C'est vrai qu'on a envie de se hyper par cette arrivée, mais c'est précipité. Maintenant c'est vrai, petite note aussi, certains parlent de mettre Okoro dans le 5 à la place de Caris LeVert. Je peux tout à fait aussi entendre ça. Okoro apportera beaucoup plus de défense dans le 5 de départ, parce que Donovan Mitchell, Darius Garland, ça n'apporte pas non plus énormément de certitude défensive. Je garde quand même mon idée de Caris LeVert, qui me paraît quand même un joueur, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, qui est plus accompli,
plus complet. Je préfère donner du temps de jeu à Levert. Si je dois donner 30 minutes à quelqu'un, voire 35 minutes à quelqu'un, je préfère les donner à Levert qu'à Okoro, parce que Okoro, pour le moment, à mon sens, n'a pas encore assez prouvé de choses malgré son potentiel. Maintenant, on verra ce que choisit Bickerstaff. J'ai rien contre le fait de mettre Okoro dans le 5 de toute façon à la place de Levert, mais dans ce cas-là, si tu mets Levert sur le banc, tu lui donnes quand même de bonnes responsabilités en tant que 6ème homme et tu le fais finir le match. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler du 5, mais plutôt des objectifs, et finalement, seulement 33%, malgré les bons changements qui ont été faits à Cleveland, voient cette équipe arriver dans le top 3 de la conférence Est. Passons maintenant au Miami Heat, qui depuis le début, à mon sens, en tout cas dans toutes les équipes qu'on a vues jusque-là, mais c'est peut-être la première équipe qui a un poil régressé. Après l'exploit des finales de la bulle en 2020, j'ai l'impression que le Heat peine un petit peu à retrouver ce même niveau de performance. Si l'arrivée de Kyle Lowry l'an passé a fait renaître pas mal d'espoir, au moins en saison, on l'a vu, ça a clairement pas suffi. On a un Jimmy Butler qui s'est montré stratosphérique en playoff, et ça a été insuffisant en finale de conf pour venir à bout de Boston. Pourtant, on peut se dire qu'il manque pas grand-chose, peut-être juste un petit truc. On a vraiment la culture de Pat Riley qui est là, ce hit basketball, cette culture du travail, cette culture de la défense, tout ça c'est présent du côté de Miami, et c'est aussi ça qui leur fait remporter des wins. Et peut-être qu'un Kyle Lowry qui aurait été à 100% de ses moyens physiques, ça aurait pu suffire pour passer un step de plus. Mais là, on peut se dire que, à peu de choses près, ce sera la même histoire, mais ce qui me chagrine, c'est le départ de PJ Tucker au poste 4. Bien sûr, ça a jamais été un statman, ça a jamais été un scoreur, mais ce qu'il a porté dans le sale boulot, et même dans ses petits shoots au corner, je trouve que ça avait une valeur folle. Et le problème, c'est qu'il a pas vraiment été remplacé. Surtout qu'on a un Markieff Morris qui lui aussi a fait ses bagages direction Brooklyn. Du coup, là je le cache pas, j'ai un petit peu galéré à faire mon 5, j'ai presque hésité à mettre Nikola Jovic au poste 4, et pourquoi pas, mais je me dis pour l'instant c'est trop précipité. C'est un rookie qui pour la première fois va jouer aux États-Unis, va traverser l'Atlantique, qui va devoir s'adapter au jeu, s'adapter au lifestyle. À terme, il a le potentiel pour devenir titulaire au poste 4, mais pour l'instant j'ai aucune certitude, et à mon avis c'est un petit peu trop ambitieux dans une team comme Miami, qui définitivement a pour objectif de jouer les premiers rôles, de mettre un rookie comme Jovic au poste 4. Maintenant on le sait, Erik Spoelstra il aime les paris, et pourquoi pas, on verra. Mais bon, moi pour l'instant j'ai préféré remettre Duncan Robinson aux côtés de Max Strus dans le starting 5, donc ça m'a fait Max Strus en 2 et Duncan Robinson en 3, pour décaler un Jimmy Butler au poste 4. Pourquoi pas, je me dis aussi que lui aussi, dans ce basket moderne, il peut tout à fait jouer ailier fort. De toute façon, il y a de moins en moins de postes, et je pense qu'associer ces 5 joueurs, ça a du sens, surtout que Strus et Robinson, ça pourrait apporter du shoot et du spacing autour de Lowry, Butler et Bam Adebayo, qui sont loin d'être des spécialistes du tir longue distance. J'ai aussi décidé de laisser Tyler Herro dans le rôle de 6ème homme, même si je sais qu'il revendique une place de titulaire. C'est pas une question de talent, clairement cette place il pourrait la mériter dans ce roster, mais bon, moi je l'ai trouvé tellement fort en sortie de banc l'an dernier que dès qu'il est rentré il apportait un nouveau souffle qui était important, et surtout justement il avait plus de ballons avec la seconde unit que ce qu'il aurait eu en tant que titulaire, que là-dessus j'ai pas voulu tout chambouler, tant pour moi il me semble parfait dans ce rôle là. Il va falloir qu'il prouve des choses en play-off désormais, même s'il a eu des pépins physiques l'an dernier qui l'ont pas aidé, et je pense que Tyler Herro en sortie de banc peut faire peut-être encore mieux que la saison dernière, et surtout dans la post-season. Maintenant, autour de ça, si on oublie un petit peu ce manque au poste 4, je trouve qu'on a quand même beaucoup de qualités qui sont toujours là. Comme je disais tout à l'heure, on a cette identité de basketball qui est toujours bien présente, et surtout, on le sait, et ça, tous les ans on a tendance à l'oublier, mais on a Erik Spoelstra qui est capable de faire des miracles. À chaque fois qu'on a eu des interrogations, l'année dernière on disait que son banc il tenait pas la route, à chaque fois on disait qu'il y avait des manques dans tel ou tel secteur, et bien à chaque fois il a su trouver un joueur ou deux joueurs qui arrivaient à briller dans des rôles que le tacticien arrivait à leur tailler sur mesure. Et ça c'est fou, et c'est la grande qualité d'Erik Spoelstra. Du coup, je me dis que rien qu'en sachant ça, en se disant que 2-3 joueurs random complètement inattendus pourraient se mettre à briller, il faudra encore et toujours se méfier de cette équipe de Miami qui, en jouant un basket sérieux et soudé des deux côtés du terrain, peut faire de grandes choses. Et puis, voilà, si jamais certains sortent du rang et qui se mettent à quitter ce hit basketball dont je parle tant tout à l'heure, on a toujours tonton Udonis Haslem qui vient d'être re-signé à 42 ans pour donner le ton à l'entraînement, pour jouer ce rôle de leader et pour essayer de faire en sorte que personne n'oublie ses objectifs et donner de la voix. J'attends également pas mal de Victor Oladipo. J'aimerais qu'il confirme les belles choses qu'il a montrées l'an dernier depuis son retour et qu'il puisse avoir aussi de plus en plus un rôle primordial dans la team. Il en est capable et je pense que Erik Spoelstra compte sur lui aussi. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'elle a régressé un peu, mais elle a quand même beaucoup de valeur et je suis persuadé que mentalement, elle est présente. Si on compare une équipe comme Brooklyn, qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, Brooklyn, on avait
énormément de gros noms, mais des questions dans l'alchimie. Là, c'est clair qu'on a moins de gros noms, mais dans l'alchimie, dans la cohésion, dans la complémentarité, dans la mentalité, là, j'ai pas trop de doutes. C'est pour ça que ça me semble dangereux de trop dormir sur eux, même si honnêtement, je pense que ça ferait pas de mal à un Jimmy Butler qui a 33 ans maintenant de recevoir un petit peu d'aide dans le leadership. Il y a beaucoup de choses aussi, dans ce cas, pour aider Butler, à mon avis, qui passeront par Oladipo et par Tyler Herro. Comme je disais, j'ai beaucoup d'attentes sur ces deux-là, personnellement. Et c'est la même chose aussi pour Bam Adebayo, qui est capable de bien mieux que ce qu'il a montré en playoff. L'année dernière, quand il a pas été blessé, parce qu'il a manqué pas mal de matchs, il a été bon en saison, mais en playoff, j'ai trouvé un poil soft, et là-dessus, il doit mieux relayer Jimmy aussi pour aider le 8 à accomplir ses objectifs. Si ces trois-là arrivent à step up de manière significative, je me dis que Miami, même avec un Kyle Lowry qui serait vieillissant, pourrait faire trembler pas mal de teams en NBA. Et si en plus de ça, on rajoute un Jovic qui arrive, mais là, ce serait, si tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, si un Jokic arrive à tenir ses promesses et prouve qu'il a un bon coup de cette draft pour prendre la place qui lui est complètement ouverte et offerte au poste 4, ben on a Miami qui pourrait faire tomber pas mal de têtes, quoi. Alors Miami, vous êtes 45%, ça a été très partagé, hein, ça a été très serré dans le vote, mais vous êtes 45% à les voir arriver dans le top 3. Ça me semble un petit peu faible, 45%, mais je peux comprendre aussi les arguments de certains qui disent que cette équipe a loupé le coche, que cette équipe est vieillissante, que Kyle Lowry on peut plus attendre grand chose de sa part, que Jimmy Butler il va pas pouvoir rester à ce niveau toute sa vie, que Victor Oladipo bien sûr il a fait un bon retour, mais c'est pareil, il y a pas mal d'interrogations. Tyler Herro il va falloir qu'il s'affirme encore plus sûrement. Nikola Jovic, ce serait beau que Spoelstra arrive à lui trouver son super rôle, mais il en est pas encore là. Bam Adebayo qui peut être trop soft dans les moments importants. Mais bon, moi j'ai toujours ce côté où je vais contrebalancer, et comme je disais, on va bégayer quand Spoelstra va nous faire de Haywood Highsmith un mec à 15 points par match qui sera titulaire. Non, je pense pas qu'on en soit là, mais avec toutes ces trouvailles, moi je veux pas les enterrer. Ça aurait été serré, j'aurais hésité perso à répondre entre oui et non. J'aurais peut-être répondu oui, ils vont finir dans le top 3, mais voilà, c'est serré, j'aurais hésité, je comprends ces 45%, donc on va s'arrêter là pour Miami. On verra ce que ça dit, et on verra aussi quel 5 va nous pondre Spoelstra. Est-ce qu'il va décaler Butler en 4, ou est-ce qu'il va virer Duncan Robinson du 5, ou Max Strus, hein, on sait jamais, pour intégrer Nikola Jovic ou un autre. Et bien on verra ça en début de saison. J'ai hâte de voir ce que tonton Spoelstra nous réserve dans ses poches. Let's go les Bucks. Et à Milwaukee, à peu de choses près, quand on regarde le roster, on se rend vite compte que on prend les mêmes et on recommence. En même temps, pourquoi tout chambouler, je me dis. Je rappelle que les Bucks, c'est les champions 2021, et que sans la pièce majeure qui est Chris Middleton, ils ont réussi à pousser les Celtics, qui ont été en finale NBA, jusqu'au match 7 la saison passée. Et au final, récupérer un Middleton en bonne santé, est-ce que ce serait pas le meilleur moyen finalement de faire mieux que l'an dernier pour cette équipe des Bucks? Que dire de plus? Pas grand chose. Cette équipe, elle est performante, on la connaît, avec ses forces des deux côtés du terrain qui peuvent être dévastatrices. On a Antetokounmpo qui va être le leader, bien sûr, encore et toujours. En bon extraterrestre qu'il est, il devrait encore une fois s'occuper de tout, du sol au plafond, tandis qu'on aura, a priori, s'il reste en bonne santé, mais il n'y a pas de raison, les lieutenants Jrue Holiday et Chris Middleton qui vont dépanner, eux aussi bien offensivement que défensivement. Rien que ce trio, rien que pour moi, tu peux imaginer de grandes choses. On va ajouter à ça un Grayson Allen et un Pat Connaughton sur le poste 2. Je pense que ce sera plutôt Grayson Allen le titulaire, même si ça pourra changer d'un match à l'autre, selon les choix de Budenholzer. Mais aussi un Brook Lopez qui, même s'il est handicapé par ses 34 ans et les blessures, sera pas mal suppléé par un Bobby Portis qui a été prolongé. Et ça, à mon avis, c'est un bon coup du côté des Bucks. Et encore une fois, on a des qualités dans ce roster. En plus de ça on n'en est pas là. Mais si on a un Joe Ingles qui revient bien de sa blessure en tant que vétéran, lui aussi, je pense qu'il pourra apporter son expérience, sa science du jeu aussi, et même un petit peu de playmaking et de shoot en sortie de banc, tout comme un Wes Matthews d'ailleurs, en parlant de vétérans qui apportent du shoot, qui sera toujours là pour décrocher ces fameuses banderilles de toute façon. Donc si à côté de ça, on a aussi un nouveau venu, le petit rookie Marjon Beauchamp, qui est plutôt prometteur lui aussi en provenance de la Ignite Team, et s'il arrive justement à voir et à tenir les promesses et à répondre aux attentes qui sont placées en lui, on a un roster qui est toujours très dense, très complémentaire, qui peut faire mal à n'importe qui, j'ai l'impression, en attaque comme en défense, et même jouer beaucoup en transition, rien que grâce aux qualités immenses du Greek Freak dans le domaine. Donc pour ceux qui douteraient de l'âge avancé de certains roleplayers, c'est vrai, comme je disais, Brook Lopez est plus tout jeune, Ibaka est plus tout jeune, Wes Matthews est plus tout jeune, Joe Ingles est plus tout jeune, tout ça c'est certain. Tous ceux qui douteraient de ça, je leur répondrai qu'avec un Giannis qui définitivement en ce moment semble en plein prime, en plein sommet de son art,
bah bien sûr que les Bucks là ils ont qu'un seul objectif, un seul rêve, c'est le titre, et avoir pour objectif de truster les premières places à l'Est, surtout entouré comme il l'est, Giannis, parce qu'il y a des joueurs de qualité autour, on le disait tout à l'heure, encore plus avec un coach reconnu comme Budenholzer, c'est le minimum. Maintenant je me dis, ce sera sûrement la santé des cadres qui sera la clé pour atteindre ce but dans la saison à venir pour Milwaukee. Pour Milwaukee, sans trop de surprise, c'est le meilleur score depuis le début de ce live, depuis le début qu'on présente les équipes, avec 91%. Vous êtes 91% à penser que les Bucks finiront top 3 à l'Est. Il y a 9% quand même qui pensent que ça finira pas top 3 parce que ça pourrait faire du load management. Il y a des interrogations sur Brook Lopez. Ça pourrait être un petit peu en roue libre pendant la saison pour essayer de se reposer au maximum pendant les playoffs et essayer de tout péter en playoffs parce que évidemment ce sera l'objectif. Je peux comprendre ces votes, mais hors top 3 ça me paraît quand même un petit peu abusé. Et bien sûr que sur ce coup-là, je rejoins la majorité et les 91% qui ont mis Milwaukee évidemment parmi les favoris de cette conférence Est. Voici maintenant les Sixers, dont j'ai pas mal parlé forcément dans ma vidéo sur James Harden qui est sortie samedi. Donc là je vais pas en faire des caisses, ceux qui ont vu cette vidéo seront bien conscients des enjeux qu'il y a à Philadelphie cette année et du rôle que peut avoir James Harden là-dedans. Une bonne saison des Sixers passera sûrement par un bon James Harden et là-dessus je pense qu'il n'y a pas trop de questions à avoir. Quand je dis un bon James Harden, par contre attention, je parle pas forcément de le revoir à un niveau MVP comme à Houston. Non, moi je veux plus le voir en playmaker, en mettre du tempo, en mettre du flow du jeu un petit peu comme il le faisait à Brooklyn, tout en étant capable de temps en temps aussi de prendre les matchs à son compte et de défier toutes les défenses adverses par ses qualités en ISO pour relayer un peu Joel Embiid au scoring, même si je le répète, c'est d'abord dans le playmaking que je l'attends. Maintenant ce qui est sûr, c'est qu'on a un mec qui semble travailler dur cet été pour ça, même s'il donne l'impression de faire ça tous les étés, j'ai l'impression que là c'est encore plus prégnant, il semble déterminé, enfin débarrassé de sa blessure à la cuisse, ça aussi c'est important, il va pouvoir faire le training camp avec les Sixers, et évidemment, s'il veut des titres comme il le dit et comme il aime le répéter, James Harden, là le barbu, il va avoir beaucoup de choses à prouver. Donc même si a priori, il y a de quoi être optimiste concernant Harden, c'est pas du tout le seul qui peut faire step up les Sixers la saison prochaine, ou du moins pas directement. Il y a des sacrifices financiers que Harden a fait, qui ont permis à Morey de bien recruter. Et ça, je trouve ça cool. On a des joueurs comme PJ Tucker, comme DeAnthony Melton et comme Daniel House, qui semblent posséder tout à fait le côté role-player soldat qui manquait, en tout cas à mon avis, à cette équipe l'année dernière. Tout le monde parle de Tucker, et c'est vrai qu'il peut apporter beaucoup dans le combat, dans le tir, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de Miami dans le corner, il peut être très utile, mais attention à DeAnthony Melton, qui pour moi, on n'en a pas assez parlé la saison dernière avec Memphis, mais ça pourrait finalement être l'un des joueurs les plus impactants du banc de Philadelphie la saison prochaine, des deux côtés du terrain. On a aussi le départ de Danny Green suite à sa blessure, même si son expérience faisait du bien, et qu'il a balancé quelques gros tirs qui ont débloqué pas mal de situations, mais il me paraît bien compensé finalement ce départ. Et DeAnthony Melton, moi j'ai tendance à croire fort en lui. Quand on a un Green qui s'approchait peu à peu de la retraite, et on s'attendait sûrement à ce qu'il régresse encore la saison prochaine, on a un Melton qui lui a 24 ans, et qui est sur la pente ascendante, qui pourrait être un peu plus dans la lumière en jouant à Philadelphie, et comme je disais, qui pourrait avoir cette valeur des deux côtés du terrain, en mode two-way player, qui a droit au tir, qui est bon dans la percussion, qui est athlétique aussi, qui a une envergure de fou furieux, et pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça peut être la saison de l'explosion pour Melton, qui même s'il a montré des bonnes choses à Memphis l'année dernière, j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez parlé de lui et de sa valeur. Donc clairement, autour de Melton, autour de Daniel House même qui a été recruté, et autour de PJ Tucker, si la profondeur c'était un vrai souci l'année dernière et que ça s'est senti en playoff, que Rivers manquait de solution, clairement, là, avec ces noms-là, ça semble moins être le cas. Ajoutons à cet effectif un Tobias Harris qui année après année joue un basket sérieux, qui s'investit de plus en plus en défense, un Joel Embiid que évidemment on va encore attendre en mode MVP, et un Maxi qui a été surprenant l'an dernier, et pour qui on attend encore des progrès vu son potentiel et le boulot qu'il fournit, et c'est indéniable. On a un roster qui a de vraies qualités et qui me semble plus équilibré, plus complémentaire que ce qu'il a été. Maintenant, la clé, ça va être de faire cliquer tout ça, et ça va pas être simple. Il va falloir réussir à attribuer à James Harden pile le rôle qu'il faut, et là-dessus je pense qu'il va falloir tâtonner. Doc Rivers, il aura du boulot, vraiment, et même si Harden c'est peut-être pas l'homme de la situation en playoff, et même si Doc Rivers non plus, c'est pas l'homme de la situation en playoff jusque-là, tout ça va falloir que ça change, il va falloir qu'il s'adapte encore plus. Maintenant, en saison, même si d'autres questions se poseront en playoff, en saison, je pense qu'il peut être capable de faire le taf en filant à ses joueurs les responsabilités qu'ils méritent, en utilisant son leadership, son expérience et son charisme pour essayer de créer un groupe soudé autour de lui. De toute façon, ça va être quitte ou double. Si le groupe est pas soudé, la saison sera pas bonne. Mais avec un Rivers, avec un PJ Tucker aussi qui va faire le tonton, je pense qu'il y a
un peu plus de raisons pour imaginer que ça puisse cliquer que ce qu'on avait l'année dernière. Donc maintenant c'est clair, pour les Sixers, il y aura une concurrence qui est rude, toutes les équipes dont on parle depuis tout à l'heure, elles sont fortes. Mais sur le papier, là encore, l'effectif, il paraît s'être renforcé intelligemment, et il paraît de quoi avoir joué potentiellement les premiers rôles à l'Est. Peut-être que ce sera le meilleur moyen pour Joel de enfin remporter le trophée de MVP qui convoite tant le talent et l'impact sont là du côté du pivot. Mais pour ça, comme je disais, il va falloir que les Sixers gagnent, et pour que les Sixers gagnent, il va falloir que tout clique et que tout soit complémentaire. Bon courage à Doc Rivers. Pour les Sixers, vous êtes 56% à penser qu'ils vont finir dans le top 3, donc un petit peu plus de la moitié. Vous êtes a priori plutôt rassuré par les arrivées. Comme je disais un peu, PJ Tucker peut apporter pas mal de choses. J'ai vu que beaucoup de monde s'inquiétait par rapport à leur banc. Peut-être que je surcote des Anthony Melton et que j'en attends trop de lui, mais à mon avis il peut vraiment être le leader de ce banc, et on va voir ce que ça dira. C'est vrai, c'est pas le meilleur banc de toute la ligue, bien évidemment, je serais vraiment malhonnête de dire ça. N'empêche qu'il y a tellement de progrès sur ce banc et dans la profondeur par rapport à l'année dernière que moi il me plaît ce banc, même s'il y a encore des progrès potentiels à faire. Peut-être mon vrai problème, si on regarde le banc, mon vrai problème se passe au poste 5. J'adore Paul Reed, il a de vraies qualités, il a un vrai potentiel. Par contre, il faut qu'il arrête de prendre ses 5 fautes en 7 minutes de temps de jeu, quoi. Et là-dessus, s'il n'arrive pas à mûrir, derrière Joel Embiid, ça peut manquer d'un vrai poste 5. Même si j'aimerais bien que Charles Bassey ait une chance, c'est pareil, il apporte aucune certitude. Et c'est vrai que moi, le banc me plaît, à part au poste 5. Et un bon gros papa, alors André Drummond est parti à Chicago, mais un mec de ce genre, comme il y avait l'année dernière, en backup de Joel Embiid, surtout sachant que Embiid a des problèmes de santé généralement et qu'il a du mal à être endurant sur toute une saison et que tu peux pas le faire jouer 40 minutes, un bon gros pivot, c'est ce qui manquerait pour moi à cette équipe des Sixers. Sans ça, j'aime plutôt le banc qu'il y a à Philadelphie, et globalement en tout cas vous êtes assez enthousiasmé par cette team, parce que je le répète, vous êtes 56% à les voir finir dans le top 3 de la conférence Est. Allez, dernière équipe pour aujourd'hui avant qu'on fasse le gros bilan et que je vous montre le classement de toutes les équipes dont j'ai parlé aujourd'hui. Les Raptors, que j'ai évidemment pas voulu oublier. Bien sûr, ils sont pas favoris pour finir à la tête de l'Est. Mais c'est pas grave, parce que je pense que ce serait une erreur de trop les enterrer, tant depuis des années, on a Nick Nurse qui fait des miracles avec son collectif. Il y a encore 4-5 ans, mais qui imaginait que Fred VanVleet ou Pascal Siakam atteindraient en niveau All-Star? Peut-être certains d'entre vous, mais moi il y a 4-5 ans, j'imaginais pas ça une seconde. Donc faites-vous connaître, ceux qui à 4-5 ans avaient prévu que VanVleet et Siakam seraient All-Star, vous devez pas être nombreux si vous êtes honnête. Pourtant aujourd'hui, je le répète, c'est le cas. On peut ajouter à eux un OG Anunoby qui tous les ans progresse, on va ajouter pareil le rookie de l'année Scottie Barnes, dont on attendra beaucoup encore cette année, le gros 3&D qui est Gary Trent Jr., et ça fait un 5 de départ qui est assez intéressant. Ok, ça manque d'une méga superstar, mais en termes de complémentarité, de collectif, de mentalité et de cohésion, c'est plutôt lourd. Maintenant, comme vous le voyez, dans ce 5, j'ai décidé de mettre Siakam au poste de pivot. C'est clairement pas son poste naturel, mais tant pis, parce que le 5 des Raptors, je le trouve quand même bien plus équilibré et bien plus complet même comme ça, que si on mettait un Khem Birch ou un Precious Achiuwa dans la peinture. Puis parmi les titulaires, là, en vrai, je savais pas qui sortir. Qui c'est que je mettais pour mettre un vrai poste 5? Qui c'est que je mettais sur le banc? Scottie Barnes, j'ai pas envie, trop de potentiel. Ou Julian Anunoby, trop important des deux côtés du terrain. Gary Trent Jr., trop important dans son shoot. Donc ouais, pour moi en tout cas, ce serait le 5 de départ que Nick Nurse devrait faire. Surtout que Siakam, en vrai, on le sait, c'est un dur au mal, il peut défendre sur les pivots adverses, c'est un mec qui est combatif, qui est résistant, qui peut mettre des coups. Joel Embiid pourra vous en parler d'ailleurs. Et voilà, moi le mettre au poste 5, ça me pose pas de problème. Donc maintenant, si on parle du banc, je trouve que l'ajout d'Otto Porter Jr. avec son expérience de champion pourra faire du bien. Et j'aime toujours autant les intérieurs backup que peuvent être Chris Boucher, Precious Achiuwa et Tadeusz Young, si justement Nick Nurse veut jouer avec des vrais postes 5. Mais maintenant, est-ce que ça va suffire à Toronto pour rêver d'un titre à nouveau depuis 2019? Franchement, bien sûr, ça me paraît léger. Quand je regarde le roster, je me dis qu'il manque probablement un joueur. En fait, Toronto, oui, ils feront les playoffs, je pense. En tout cas, ils ont de quoi. Mais est-ce que tu peux dire que c'est un contender tout de suite? Il manque peut-être ce déclic. Et ce déclic, ça pourrait être en faisant venir un leader, un vrai de vrai, qui placerait peut-être Siakam dans un rôle de lieutenant dans lequel il a déjà été très bon. Donc attention, moi je veux pas non plus dire que Siakam est complètement incapable d'assumer ce rôle de leader. Je dis pas non plus que Fred VanVleet c'est un mauvais lieutenant. Je me dis juste que si ces deux gars avaient du soutien,
avec un gros joueur performant et régulier, cette équipe, elle ferait littéralement trembler tout le monde dans la conférence Est et même dans toute la NBA. Donc ouais, moi j'avoue, j'aurais aimé qu'ils réfléchissent à un trade, mais ils l'ont peut-être fait d'ailleurs, même si ça s'est pas concrétisé, pour faire venir des mecs comme, je sais pas, comme Donovan Mitchell, comme Bradley Beal via un sign and trade par exemple. Des mecs qui auraient vraiment fait step up cette équipe. Mais bon, maintenant, a priori, c'est trop tard, on va faire avec ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal, même si c'est pas digne d'un grand favori en NBA, c'est plutôt propre. Et je vous le rappelle, le coach c'est Nick Nurse, ce gars qui tous les ans ou presque est capable de faire exploser un joueur, de OG Anunoby à Fred VanVleet en passant par Pascal Siakam. Du coup, au final, je me dis, il y a peut-être un monde où ce All-Star en puissance que je cherche, mais ça pourrait être Scottie Barnes finalement. C'est sûrement un peu tôt, il est encore trop jeune, mais définitivement, même si c'est pas encore un gros scoreur, mais c'est un mec qui a du basket et du talent plein les mains. Donc je vais suivre vraiment sa saison de près, parce que s'il explose vraiment, et ce sera attendu, surtout comme je disais tout à l'heure, les sophomores c'est régulier, mais ça pourrait être le principal élément qui pourrait faire progresser sa team. En tout cas, je m'attends qu'avec sa lecture du jeu, peu à peu, qu'il devienne presque le créateur numéro 1 de l'équipe canadienne, même si VanVleet jouera au poste 1, on a un Scottie Barnes qui pourra quand même beaucoup porter la balle, et qui l'utilise qui se serve de sa polyvalence plutôt, pour peser encore une fois dans tous les secteurs du terrain comme il est capable de le faire, et encore plus dans le jeu de Nick Nurse où personne n'est vraiment soumis à un poste. Dans ce 5 de départ, quasiment tout le monde peut jouer partout, et c'est un petit peu la richesse et la modernité du jeu des Raptors depuis que Nick Nurse est le coach. Donc attention à Anunoby aussi, comme j'en parlais tout à l'heure, qui pourrait continuer sa progression, son explosion. Il est tout à fait capable, je me dis, de tourner à plus de 20 points par match l'an prochain. Je dis pas que ça arrivera, mais qui sait, il a peut-être pas fini de surprendre. Maintenant, voilà, c'est peut-être encore un peu précipité d'imaginer que soit Scottie Barnes, soit Anunoby deviennent All-Star dès cette saison, et malgré une bonne densité intérieure et un autoporteur junior qui va faire du bien, je trouve que le banc est un petit peu juste du côté des Raptors. Et c'est vrai qu'une ou deux blessures pourraient faire beaucoup de mal. Donc ouais, je le dis, ça va être dur en l'état actuel de jouer les premiers rôles à l'Est. Maintenant, si je parle d'eux aujourd'hui, c'est que je pense que ce serait une vraie bêtise de les écarter déjà définitivement, du moins d'un point de vue collectif, via leur alchimie, via leur combativité. Je suis assez persuadé que ces Raptors, même si elle n'est pas grande cette carte, même si elle n'est pas très haute, ils ont une carte à jouer pour essayer de viser le plus haut possible dans cette conférence Est dans la saison à venir. Pour ces Raptors, ouais, vous n'êtes pas forcément super optimiste, parce que vous êtes 14% seulement à penser que ça finira top 3. Et c'est vrai qu'il y a énormément de concurrence. Quel est le vrai objectif de cette équipe ? C'est compliqué. C'est déjà difficile de les imaginer passer un tour en l'état. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup bougé, malgré l'arrivée d'Autoporteur Junior. Il n'y a pas grand chose qui a changé dans cette équipe de Toronto. L'année dernière, ça n'a pas passé un tour. Cette année, la concurrence va être encore plus rude. Donc le vrai objectif, il doit être là. Mais est-ce qu'ils en sont capables ? C'est dur. C'est dommage, malgré les qualités des joueurs, malgré la progression attendue de Scottie Barnes, celle qui peut encore continuer de OG Anunoby. Ouais, moi aussi j'ai du mal à les imaginer finir top 3 de la conférence. Maintenant, est-ce que ça fera les playoffs ? Il y a intérêt quand même, ça doit être l'objectif minimum. Après, malgré Nick Nurse et malgré toutes les qualités qu'il y a dans cet effectif, je crois que la concurrence est trop rude effectivement pour les imaginer au sommet de la conférence Est, même si évidemment, si tout clique avec ce collectif et avec cet esprit combatif, comme je disais tout à l'heure, faut pas dormir dessus parce qu'il y a quand même une minuscule carte à jouer. Épilogue. Donc là, il est l'heure de faire le bilan de vos votes un petit peu et de voir qui, selon vous, a le plus de chances de terminer premier. En tout cas, qui a eu le plus de pourcentage dans l'idée de finir dans le top 3 et qui a eu le moins de pourcentage parmi les 9 équipes que j'ai présentées aujourd'hui. Ça ferait Milwaukee en 1, Boston en 2, Philadelphie en 3, Miami en 4, Cleveland en 5, Brooklyn en 6, Atlanta en 7, Toronto en 8 et Chicago en 9. Maintenant, attention, ça veut pas dire aussi que j'écarte totalement les Hornets, les Pistons, les Pacers, les Knicks, le Magic et les Wizards de cette course au play-off. Il peut y avoir toujours une ou deux surprises parmi elles, tandis qu'il y aura sûrement des chokes parmi les équipes dont on a parlé et des blessures dans les équipes dans lesquelles on a parlé qui les tireront vers le bas. Par contre, si on était un minimum objectif, c'était difficile de voir ces 6 équipes, Hornets, Pistons, Pacers, Knicks, Magic et Wizards jouer les premiers rôles de la conférence Est. Maintenant, à voir ce que ça dit. Quoi qu'il en soit, il va y avoir beaucoup de densité, beaucoup d'homogénéité dans cette conférence, beaucoup de talent aussi, et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cette guerre de l'Est, histoire de confirmer si vous avez eu raison dans vos votes, et voir si c'est bien Milwaukee qui la remporte, et si c'est Boston qui finit en 2 et Philadelphie qui finit en 3. Pour ça, il va falloir suivre la saison NBA, et ça tombe bien, ça commence dans un peu plus d'un mois.
Voilà pour ce qui est de la guerre de la conférence Est, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Et quelle est votre équipe favorite? Qui va remporter cette guerre selon vous? Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de connaître vos tendances. Je vous le rappelle aussi, si vous voulez vous faire plaisir avec toutes les nouveautés de chez Derby Ball, il y a un code promo et toutes les infos seront dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et grand merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee, vous êtes le sang de la veine. Si vous aussi vous voulez rejoindre cette team de boss, vous inquiétez pas, toutes les infos là encore seront dans la description et je vous remercie d'avance. À très vite.